Bonjour, à la une aujourd'hui, comment la biodiversité s'adapte-t-elle aux paysages actuels? Dans les campagnes, récemment, les paysages ont subi de profondes transformations et les pratiques agricoles changent. Mais comment les espèces, les plantes, les animaux qui composent cette biodiversité arrivent à vivre et à se développer dans ces espaces? Bon alors, ces paysages qui se sont transformés, qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Les paysages ont bougé sous l'impulsion, pas forcément du territoire, mais des grands aménagements, des grands aménageurs qui étaient l'État, la puissance publique, donc le canal du Rhône, l'autoroute, on a eu le TGV dans les années 90, puis après une autre autoroute qui est remontée sur Grenoble. Voilà, donc c'est des grands aménagements qui, pour moi, qui ont structuré un petit peu l'espace et qui ont fait bouger les paysages. Et en fait, ces grands aménagements ont amené aussi l'irrigation et l'eau sous pression, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'eau qu'on utilise pour arroser nos vergers ou nos céréales, ce que l'on voudra, elle vient essentiellement de l'Isère et du Rhône. L'urbanisation a été très importante, elle a explosé fin des années 60, là aussi, avec ses nœuds routiers, etc. Et cette pression, elle est toujours là aujourd'hui. En fait, ce qui a décidé, c'est une conjonction de facteurs un peu. Donc il y a plusieurs choses qui jouent, il y a le contexte économique, il y a la demande sociétale, donc commerciale, c'est-à-dire en gros la société, mon client, il veut quoi? Et puis il y a qu'est-ce que je peux faire avec mon terrain, quoi. D'accord. Donc il y a tout ça qui joue. Et c'est une équation un peu compliquée qui fait que l'agriculteur va décider et forcément il va avoir un impact sur le paysage. Et actuellement, est-ce qu'il y a des changements en cours? Je trouve qu'il y a du changement. C'est lié à la question économique en général. Les exploitations cherchent à diversifier plus leur culture. On a des cultures aussi nouvelles qui arrivent sur le territoire avec des graines, des choses comme ça. Voilà, donc je pense que tout ça fait que le paysage évolue. Alors c'est pas flagrant comme ça, si on regarde les choses d'un point de vue macro, mais si on commence à se promener, à regarder un petit peu les choses, et si on prenait une photo, une photo d'un quartier il y a quelques années aujourd'hui, on verrait par petites touches ça évolue. Si vous voulez, je vous donne les contacts d'une collègue là, qui pourra vous en dire un peu plus, et puis en plus elle a une vision un peu différent parce que c'est un territoire encore différent du Grand Bassin. Ah d'accord. Bah écoutez, avec grand plaisir alors, je vous remercie. On a repris la base de notre ferme, c'est quand même un voisin qui a arrêté, qui avait des vaches laitières et on n'a pas pris la suite parce que justement il n'avait pas un bâtiment fonctionnel, il avait une dizaine de vaches laitières. Et il y a quelques parcelles qui étaient en prairie, plate qu'on a labouré pour mettre des cultures dessus. À partir de 92, c'est vrai que les exploitations ont grandi, donc des petites parcelles avec des engins trop gros, c'est pas pratique. Donc il fallait se remettre à la taille les parcelles, il fallait qu'elles soient à la taille des exploitations, on va dire. À l'installation, on était... Vous avez commencé simple au début? On a commencé très classique pour se faire la main. Donc sur le secteur en plaine, on a une dizaine d'hectares à irriguer, donc c'était maïs. Du maïs, comme toute la plaine de la Bièvre. D'accord. Et puis là, autour de notre exploitation, on avait gardé quelques prairies pour les moutons et on a fait du blé, de l'orge. Alors on a fait des cultures pour la vente et des cultures pour nourrir notre troupeau. Et ensuite, il y a eu des changements? On a évolué dans nos pratiques de culture. On a carrément arrêté le maïs semence qui en plus n'était plus du tout dans nos critères. C'est des cultures qui demandent beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, beaucoup de produits phyto, enfin tout ce qu'on ne voulait plus. Et on a cherché qu'est-ce qui était rémunérateur. On a commencé avec du soja pour l'alimentation humaine, qui était vraiment dans le vent à l'époque. C'est en train de se casser la figure et du coup on est reparti, on vient de rebondir sur des pois chiches et de la lentille par exemple. Toutes ces nouvelles cultures, comment est-ce que vous arrivez à les gérer sur votre exploitation? Donc souvent on a 4-5 années de culture et derrière on sème de l'herbe qu'on récoltera en foin pour nos moutons ou qu'on fera pâturer pour laisser un peu plus reposer la terre pour qu'elle redonne tout ce qu'il faut. Donc aujourd'hui on cultive presque 10 cultures, on a presque 10 cultures différentes sur l'exploitation. Quand on a une dizaine de cultures différentes sur une exploitation, je pense qu'on joue déjà sur la biodiversité. Après, on fait attention, on a quand même pas mal de haies qui entourent nos parcelles. On fait attention à préserver ces bordures.
Après, en apportant au sol que du fumier et moins de pesticides, j'ose espérer que les vers de terre et la vie du sous-sol se redéveloppent. Depuis un demi-siècle, les paysages de plaine ont été simplifiés. Ce phénomène est plus ou moins marqué selon le territoire et il persiste en divers endroits. D'abord, les parcelles exploitées évoluent, s'agrandissent pour faciliter le travail agricole, s'adapter au matériel et répondre à un objectif de production accru. En conséquence, des prairies sont reconverties en culture, les espaces bocagers disparaissent et avec eux les interfaces entre des parcelles et des milieux différents. Ainsi, les zones humides, les mares, les haies sont malmenées. Pour éviter les problèmes locaux d'inondation, des cours d'eau sont rectifiés. Les berges sont enrochées, ce qui accélère la vitesse des eaux et modifie la dynamique naturelle de la rivière. À proximité, des hameaux s'agrandissent, des lotissements se créent. Une urbanisation parfois diffuse prend place. Elle entraîne l'élargissement des routes, la création de ronds-points et l'installation de zones d'activité sur des espaces jusqu'alors agricoles ou naturels. Ainsi, une part plus conséquente des sols est imperméabilisée avec des surfaces réservées à de grands aménagements. Le paysage se fragmente, les espaces accessibles à la faune et à la flore deviennent limités. Des remembrements s'opèrent et prolongent le changement de paysage au profit de grandes parcelles cultivées. Les arbres isolés disparaissent du champ de vision, les haies sont réduites sur leur hauteur et en longueur. Ces paysages, ce sont pourtant des habitats pour la faune et la flore, ce sont leurs supports de vie. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc j'ai eu la chance de rencontrer des exploitants agricoles qui m'ont parlé de la modification de leur paysage sur leur territoire d'exploitation. Et quand même, je me posais une question concernant la biodiversité. Quelles sont les conséquences de ces modifications sur la biodiversité et quelle place elle a finalement? De la biodiversité, il y en a partout. Par contre, elle va changer. Ça ne va pas être la même de partout. Elle change en fonction des milieux, en fonction des paysages, et tous n'ont pas la même capacité d'accueil de la biodiversité, ne sont pas aussi favorables à la biodiversité. Et du coup, selon les paysages, on a donc une biodiversité qui peut être différente, mais aussi plus ou moins de biodiversité. Du coup, oui, un changement de paysage, forcément, il va avoir un impact là-dessus. Depuis une trentaine d'années, on constate une baisse générale de la biodiversité, notamment en ce qui concerne les insectes et les oiseaux. Parmi les causes identifiées figure l'intensification de l'agriculture, avec l'utilisation des intrants phytosanitaires, la banalisation des paysages, mais aussi l'industrialisation et l'expansion urbaine et des infrastructures. Je pense que c'est la diversité des paysages qui permet la diversité des espèces jusqu'à une certaine mesure. Par exemple, si on parle des carabes. Les carabes, du coup, c'est des insectes. Et ça, du coup, ces carabes, on s'aperçoit, en faisant des études, qu'il y a des cortèges, donc des groupes d'espèces, qui vont être très différents entre les prairies naturelles, par exemple, et les cultures sur un territoire. En termes de biodiversité, c'est intéressant d'avoir les deux, d'avoir des prairies et d'avoir des cultures. Il faut garder une grande diversité dans les espaces agricoles et en même temps, là où il y a des prairies, préserver l'économie d'élevage pour justement pouvoir préserver ces espaces-là. Comme pour les carabes, est-ce que pour les oiseaux aussi, on peut noter une importance dans la diversité? On ne va pas forcément être à la même échelle, parce que les oiseaux se déplacent beaucoup plus facilement que des insectes. Donc la structuration des populations, la structuration des espèces ne vont pas s'étudier ni être influencées à la même échelle. Et c'est un paysage beaucoup plus grand qui va influencer finalement la présence, qui peut influencer la présence d'espèces ou non. On va retrouver par exemple la pie-grillée chez Korcher. C'est une espèce d'oiseau qui est très inféodée à un réseau de bocage mais bas, donc des haies petites et des prairies naturelles. On a quand même des solutions pour favoriser la biodiversité à tel et tel endroit. En fait, il n'y a pas de solution toute faite. C'est qu'il faut regarder justement au cas par cas et travailler localement pour arriver à améliorer, à permettre plus de biodiversité. Est-ce que les exploitations agricoles peuvent influencer aujourd'hui sur la diversité et la biodiversité?
l'agriculteur, lui, son but, c'est quand même de pouvoir gagner sa vie. Et du coup, on ne peut pas dissocier, si vous voulez, les questions de biodiversité par rapport aux questions économiques. Par exemple, on s'est rendu compte récemment que la présence de l'alouette des champs dans le Rovaltain, c'est-à-dire la plaine de Valence, était très corrélée à la présence de champs de luzerne, enfin de luzerne. Et la culture de luzerne, pourquoi elle existe aujourd'hui dans le Rovaltain? C'est parce que de plus en plus, les éleveurs des massifs montagneux alentours, que ce soit en Ardèche, que ce soit dans les Alpes du Nord, un peu plus dans les Alpes du Sud, sont désireux d'avoir accès à un apport protéique pour leurs animaux. En tout cas, une des solutions possibles pour améliorer la biodiversité pourrait passer par la mise en place de circuits de proximité et d'échange de biens et de services entre les agriculteurs eux-mêmes. Et l'enjeu, c'est de pouvoir lier ces enjeux de biodiversité avec ces actes de production. L'enjeu n'est pas de revenir aux paysages de nos grands-parents, parce que les paysages de nos grands-parents étaient produits par une société essentiellement agricole, d'économie de subsistance pour la plupart des cas. Et en 70 ans, nous sommes passés de cette société-là à quelques 400 000 agriculteurs sur tout le territoire national et intégrés dans une économie de marché. Donc forcément, les paysages ne peuvent pas être les mêmes. Et l'enjeu n'est pas donc de revenir à des paysages du passé, mais de renouveler la création et la créativité des activités humaines dans le paysage. Des pratiques agricoles adaptées, c'est une biodiversité renforcée. Dans une plaine céréalière, éviter la monoculture est un bon point de départ et le fait d'intercaler par exemple de l'herbe parmi les cultures est un enjeu majeur. La réalité économique d'une exploitation nécessite alors le développement d'une filière de valorisation avec des échanges renforcés entre les territoires. Ainsi, un cercle vertueux se crée entre zones de culture et d'élevage. D'un côté, les foins profitent aux troupeaux, de l'autre, la matière organique optimise la fertilisation des sols cultivés. Allons plus loin et penchons-nous sur les rotations. L'intégration de légumineuses ou de couverts hivernaux rendus possibles par des filières locales diversifie les cultures et apporte des rotations équilibrées. C'est une aide précieuse pour limiter l'usage des phytosanitaires et pour optimiser les apports d'azote. C'est aussi un atout pour la biodiversité des sols, la garantie d'une meilleure richesse en insectes auxiliaires comme les carabes et même en pollinisateurs. C'est aussi une présence facilitée de plantes compagnes des cultures. Aux abords des parcelles, les éléments bocagers accompagnent utilement les cultures. Ainsi, une haie bien structurée et entretenue peut être valorisée sous la forme de bûches ou de bois déchiquetés. Bien implantée dans le paysage, elle protège les cultures de l'impact des vents dominants. Ce réseau bocager est un réservoir de biodiversité et ouvre des voies de circulation pour nombre d'espèces. Et en sous-sol, le réseau de racines et l'écosystème souterrain qui l'accompagne aident à la décomposition de la matière organique et la bonne structuration du sol. Haies, bosquets, bandes enherbées contribuent aussi à la filtration des eaux de ruissellement au bénéfice des cours d'eau du territoire et de la société. Sans être tous en bio demain, il y a quand même des évolutions. Aujourd'hui, chaque agriculteur, je pense et j'espère, a quand même une part environnementale dans sa tête, quoi. On fait de plus en plus de pratiques alternatives, il y a du bio, il y a du HVE, il y a plein de choses comme ça, ce qui fait qu'on va être beaucoup plus en intégration avec le territoire, le sol, etc. Donc ce qui fait qu'on a des espèces qui reviennent. Une biodiversité des espèces généralistes, on va en trouver de partout, mais des espèces spécialisées, moins. Et donc tous les paysages sont utiles pour être support de biodiversité spécialisée. Il nous faut apprendre à faire avec la nature, la gérer en s'appuyant sur elle, plutôt qu'en luttant contre elle,
comme on a eu tendance à le faire par le passé. Et ça, c'est un bel espace de renouvellement, de créativité, aussi bien pour le monde agricole que pour tous les partenaires de l'agriculture. C'est une perspective formidable.